C'est pas parce que tu as acheté une formation qui t'apprend à faire du dropshipping ou qui t'apprend le business en ligne et qu'au bout de 2-3 mois tu n'as pas de résultat, c'est pas grave. C'est même d'ailleurs normal, contrairement à tout ce qu'on te vend. Oui, il y a des exceptions. Oui, tu peux par exemple gagner de l'argent rapidement. C'est possible si tu travailles comme un acharné et que tu apprends énormément. Mais ça demande tellement de capacités, de compétences, de connaissances que c'est normal que ça prenne du temps. Bienvenue à toutes et à tous dans un nouvel épisode du podcast Mindflow. Aujourd'hui, je suis super content de vous retrouver pour un tout nouvel épisode assez exclusif sur les livres qui ont changé ma vie et mon mindset. Donc le titre de cet épisode, c'est bel et bien 5 livres qui ont changé ma vie et mon mindset depuis que j'ai lancé donc mon podcast et également mon entreprise. Donc cet épisode, je vais en fait tout simplement vous citer les 5 livres qui ont vraiment changé mon état d'esprit depuis que je me suis intéressé un petit peu à tout ce qui était entrepreneuriat, podcast, etc. Et dans le but de vous partager à chaque fois des leçons. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu architecturer en tout cas cet épisode pour qu'il soit le plus concis possible et le plus intéressant pour vous. Donc du coup, pour vous donner un peu la structure au niveau de comment ça va se passer, c'est qu'à chaque fois je vais vous expliquer en 2-3 points un petit peu comment tout simplement s'articule le livre, quelles sont les idées principales à chaque fois qu'il faut retenir, et je vais à chaque fois faire le bilan à la fin, donc un petit récap de ce que le livre peut vous apporter et également du coup comment est-ce que moi j'en ai tiré une leçon à titre purement personnel. Donc à chaque fois j'essaierai également de vous mettre le lien des livres pour que vous puissiez les commander et également la couverture à chaque fois de chaque livre qui apparaîtra à l'écran que vous êtes en train de regarder si vous m'écoutez et vous me regardez surtout en vidéo. Donc on va commencer avec le premier livre. Donc je vais prendre mon ordinateur qui est juste à côté de moi. Je triche un petit peu mais ça me permet d'avoir mes notes et de surtout bien vous dire à chaque fois quels sont les éléments les plus importants à retenir. Le premier, c'est Père riche, Père pauvre. Tout simplement, ce livre-là, c'est le premier livre que j'ai lu quand je me suis intéressé à l'entrepreneuriat et de manière générale un petit peu tout ce qui était les finances, etc. Et également au développement personnel. Ce livre-là, ce qu'il faut retenir, c'est que moi, ce qui m'a vraiment marqué, on va dire la principale info, c'était tout ce qui était à propos du comprendre le principe entre un actif et un passif. Donc, un actif, c'est quelque chose qui vous ramène de l'argent, dans lequel vous investissez, qui va vous ramener de l'argent pendant que, par exemple, vous êtes en train de dormir. C'est une métaphore qui est assez intéressante d'ailleurs et qui est beaucoup reprise tout au long du livre. Et le concept de passif, donc ce qui, vous pensez peut vous rapporter de l'argent, mais qui en fait vous en coûte plus au fil du temps. Notamment l'auteur, donc du coup, Robert T. Kiyosaki, en fait le concept de l'histoire, donc moi c'est ce qui m'a marqué d'un point de vue vraiment purement conceptuel. Mais pour vous donner un petit peu plus de contexte, en fait c'est une histoire entre l'auteur, donc Robert T. Kiyosaki, qui en fait tout simplement explique la vision du monde qu'il a à propos donc de son père biologique, qui est son père pauvre entre guillemets dans le livre, en fait qui est instituteur, je crois, il est même prof d'université aux États-Unis, vs la mentalité de son père riche, qui est en fait le père de son meilleur pote. J'ai plus le nom de son meilleur pote d'ailleurs, mais je pourrais vous le retrouver. Mais c'est en fait de comparer un petit peu la vision du monde et de la vie quotidienne entre ces deux personnes-là, donc entre le père riche et le père pauvre. À chaque fois, donc du coup, ça permet d'illustrer un peu les décisions que pourrait prendre le père pauvre, donc le père biologique de l'auteur, Robert T. Kiyosaki, vs les décisions que pourrait prendre le père riche. Donc par exemple, il y a des exemples hyper parlants dans le livre où en fait il parle notamment de bonnes dettes et de mauvaises dettes. Par exemple, le père pauvre qui s'endette pour acheter une maison en pensant qu'il va pouvoir la revendre plus cher et que cette maison va lui rapporter de l'argent, alors qu'en fait, elle subit par exemple de plein fouet la crise immobilière, alors qu'à l'inverse, le père pauvre justement, lui, achète plutôt des actifs et non pas des passifs, donc qui lui ramènent de l'argent sans même qu'il ait à travailler plus, ou tout du moins, enfin, il va emprunter de l'argent qui va lui permettre de gagner plus d'argent par la suite après remboursement de ses prêts, notamment immobiliers, dans le cadre d'acheter des locaux qu'il va pouvoir mettre en location. Ça, c'est vraiment la principale leçon que j'ai retenue et qui, en fait, une fois qu'on connaît cette leçon-là, pourquoi j'ai voulu faire un point sur ce concept-là, c'est que c'est vraiment le concept de base, en fait, qui permet de comprendre un petit peu la macroéconomie, et aussi bien la microéconomie surtout, donc l'économie qui nous concerne en tant qu'individu, sur vraiment le principe même de l'argent et de l'intelligence financière. En fait, ce livre-là, il démystifie un petit peu tous les points et vulgarise en fait tout ce qu'on devrait connaître au niveau de l'intelligence financière. Parce qu'en fait, il y a plusieurs types d'intelligence, donc l'intelligence du savoir, le fait d'accumuler plein de connaissances, et ce livre-là, il fait vraiment le focus sur l'intelligence financière. Il y a un truc aussi que j'ai moi personnellement retenu avant de vous donner un peu ma leçon que j'ai pu appliquer à titre perso à mon parcours
et qui m'a permis d'avancer et d'être là où j'en suis actuellement, c'est que tu peux naître pauvre, naître dans une famille pauvre. Alors quand je dis pauvre, je m'entends, hein, moi je suis pas né du tout dans une famille pauvre, mais dans une famille avec des moyens, on va dire modestes, une famille de classe moyenne, voire même moyenne plus d'ailleurs, et tu peux naître d'une famille très très pauvre, et c'est pas parce que tu le nais que tu le resteras, et si tu le restes, c'est que c'est de ta faute et pas de celle de ta famille. En fait, tu peux vraiment changer ta vie en comprenant ces petits mécanismes-là qui sont initialement, on va dire, pas forcément connus, parce qu'en fait, justement, la dette qu'on paye toute notre vie, en fait, sur beaucoup de choses, c'est le manque d'information. La plus grande dette qu'on paye, c'est l'ignorance, le manque d'information sur plein de sujets. Et forcément, si on paye une dette sur l'intelligence financière, le manque de connaissances en tout ce qui concerne l'intelligence financière, c'est que c'est justement une des plus grosses dettes qu'on paye et qui fait qu'on reste dans notre situation actuelle, surtout si on parle de situation, on va dire, économique et dans notre catégorie socio-professionnelle. La leçon que j'en ai tirée à titre personnel de ce livre-là, c'est que c'était un game changer pour moi, parce que je pensais que justement le parcours entre guillemets classique qu'on pouvait avoir, donc c'est-à-dire faire des études, avoir donc du coup des parents, voilà, mettre de l'argent de côté, faire des études, etc. Un peu ce que tous les parents apprennent des familles de classe moyenne à des personnes, donc du coup à leurs enfants, donc comme moi par exemple, alors que j'ai une très bonne situation de base. En fait, on pense être dans une bonne situation, alors qu'en fait on est un peu dans une sorte de matrice, si je puis dire, et une matrice qui est pas forcément d'ailleurs mauvaise, mais où on se rend compte qu'en fait il existe plus de possibilités, où en fait ce livre il m'a permis d'ouvrir un peu les œillères que j'avais sur les différents parcours et les différentes possibilités qui étaient envisageables. À l'heure actuelle, je pense que si j'avais pas commencé à m'intéresser à ce premier livre-là, qui d'ailleurs c'était mon patron de l'époque, quand j'étais en alternance et en stage même d'ailleurs, qui m'a conseillé de le lire, m'a permis d'ouvrir un petit peu les yeux sur le monde et de voir qu'il existait d'autres possibilités, et non pas seulement la voie soit du salariat ou même que de l'entrepreneuriat, on pouvait faire un petit peu les deux dans un premier temps, se permettre du coup se laisser la chance d'évoluer et du coup de développer cette forme d'intelligence financière pour se développer personnellement de manière générale. Ce livre en fait, ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est ce qui m'a permis de ne pas avoir cette voie toute tracée, et c'est que justement de combler ce manque d'informations m'a permis de démarrer en fait une quête justement de vouloir toujours plus, mais de vouloir toujours plus dans quelque chose qui était quand même assez positif et qui en fait m'a donné de l'ambition plus que ce que j'en avais déjà, et une nouvelle forme d'ambition où justement j'ai commencé à engranger un petit peu de savoir, et du coup ce savoir là m'a permis de vouloir toujours en savoir plus et de vouloir faire mieux dans beaucoup de domaines, et notamment dans ce domaine-là, qui est le domaine du financier, qui finalement, d'ailleurs, ces leçons sont réplicables dans beaucoup d'autres domaines de manière générale dans notre vie. Le second livre dont j'aimerais vous parler, c'est The Compound Effect de Darren Hardy, ou L'effet cumulé en français. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais beaucoup des livres que j'ai lus, je les ai lus en version originale, donc en anglais. Pourquoi en anglais? C'est une version la plupart du temps qui est la plus forcément brute possible, et des fois où il peut y avoir des traductions en fait dans les livres traduits avec des interprétations qui sont peut-être un petit peu différentes selon les auteurs, alors que là pour le coup, si on est vraiment sur quelque chose qui a été d'original en fait, donc le concept en anglais, forcément on va avoir une qualité d'information qui est beaucoup plus dense et beaucoup plus riche. Donc le Compound Effect de Darren Hardy, moi ce qui m'a beaucoup marqué, et même le concept que j'ai retenu, c'est que si par exemple on parle du principe de l'effet cumulé, donc le fait que chaque petite action, chaque petite chose qu'on met en œuvre, en fait cumulée au cours du temps, se développe et se compose et crée des intérêts composés. Donc ce qui fait que par exemple si on économise 1 centime par jour durant toute notre vie, et à la fin de notre vie on est beaucoup plus riche que si on acceptait tout simplement de récolter 3 millions d'euros par exemple d'un coup, comme ça, et qu'après on gagnait forcément plus rien, ou alors que on le gagnait qu'une fois tous les X années par exemple. Et du coup pour illustrer ça, la métaphore qu'ils utilisent dans le livre qui est assez intéressante, c'est la métaphore de l'avion. Donc aux États-Unis, si tu prends un avion qui décolle de Chicago pour aller direction New York, si le pilote, en fait, dès le départ, il a un angle d'attaque sur sa route et sur son trajet, son tracé, qui s'écarte de seulement quelques degrés. Alors quand je dis quelques degrés, c'est genre je crois même pas 5 degrés, donc ce qui est très peu, c'est entre 1 et 3 degrés, et en fait à l'arrivée, au lieu d'arriver directement à New York à l'aéroport, il va arriver 40 à 50 km plus loin que prévu, et du coup il va devoir faire 40-50 km de plus de trajet pour arriver directement à l'aéroport de New York. Ce qui veut dire que chaque action, chaque petit pas, chaque petite action et chaque petit élément cumulé dans le temps permet de cumuler des grosses choses
et d'avoir de gros résultats à l'arrivée, peu importe ce que c'est, que ce soit dans le domaine sportif, que ce soit dans le domaine personnel, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine financier notamment. Et c'est un concept qui est vachement utilisé en finance parce que c'est justement quand on dit qu'on investit le plus tôt possible, le temps quand on dit que c'est de l'argent, c'est vraiment le cas, notamment quand on démarre par exemple une activité ou quand on commence à investir au fur et à mesure du temps. Ce qui est intéressant aussi dans le livre, c'est qu'ils prennent l'exemple de 3 personnes. Il me semble que c'est 3 amis. Et en fait, ces 3 amis, ils ont la même situation initiale, c'est-à-dire qu'ils ont un job dans une boîte qui est très correcte. Ils ont également donc du coup une femme et je crois, il me semble, 2 enfants, ils sont mariés. Et en fait, ce qu'ils expliquent dans le livre à travers cette métaphore, c'est que chaque personne va prendre une voie différente. Et en fait, ils font une comparaison avec une courbe que je pourrais vous mettre d'ailleurs, où ils font un constat au bout de 3 mois, au bout de 6 mois et au bout de 1 an. Et en fait, ces 3 personnes-là, à chaque fois, vont prendre des chemins différents. Il y en a une, par exemple, qui va décider de se mettre au sport, chose qu'il ne faisait pas forcément avant. Alors qu'un autre, la décision qu'il va prendre, c'est d'ouvrir en fait une bière et ça va chier sur son canapé quand il finit ses horaires de travail. Et l'autre personne, il me semble que c'est de passer un peu plus de temps avec sa femme et ses enfants. Et en fait, on se rend compte finalement que en fait, chaque personne, au bout de 3 mois, 6 mois, les évolutions au début sont assez minimes, mais en fait, leur vie ne change très peu, alors qu'au bout de 1 an, celui qui a commencé à faire du sport, celui qui a commencé à ouvrir des bières, et l'autre qui a commencé à tout simplement passer plus de temps avec sa femme, on voit des évolutions qui sont assez marquantes. Donc je vous laisserai deviner, mais évidemment, celui qui ouvre plus de bières, il est plus anxieux, il a un physique qui lui plaît de moins en moins, ce qui fait qu'il a moins confiance en lui, alors que l'autre, au contraire, qui s'est mis au sport, s'est mis aussi à lire, et du coup, vu qu'il s'est mis à lire, il s'est mis aussi à apprendre de nouvelles choses et de nouvelles compétences. Du coup, il est devenu forcément quelqu'un de plus complet physiquement, de plus complet intellectuellement et aussi de plus présent avec sa famille. Et l'autre personne qui a passé plus de temps avec sa famille a permis d'éviter peut-être le divorce avec sa femme. Il entretient de meilleures relations avec ses enfants et ce qui fait que leurs enfants sont finalement plus épanouis, le couple aussi, et leur vie de manière générale, et ça crée ce qu'on appelle un effet cumulé, en fait un effet boule de neige, donc l'effet snowball, tout simplement, pour ces 3 personnes, mais l'effet snowball peut aller aussi bien dans une sphère plutôt positive ou dans une sphère plutôt aussi négative selon les décisions et les actions qu'on prend. Ce qu'il faut retenir dans ce livre, c'est qu'en fait, chaque action quotidienne, chaque petit choix que vous faites, quand des fois tu te dis par exemple, j'ai envie d'aller m'acheter un McDo alors que tu sais que tu as des haricots qui t'attendent tout près chez toi ou des boîtes de conserve avec des légumes, et cette action-là, cumulée dans le temps et même cumulée sur plusieurs mois et même voire plusieurs semaines, pas besoin d'attendre 1 an, vont avoir un impact sur ta santé physique, sur ta santé mentale et sur plein d'autres décisions que tu vas prendre. Si tu prends la décision de manger des haricots, tu vas peut-être avoir plus de chances, c'est pour illustrer, c'est peut-être pas forcément le cas, mais avoir plus de chances de prendre la décision d'aller faire une séance de sport, ou au lieu de faire 2 séances, d'en faire une 3e, etc. Et je dis pas qu'il faut absolument tout arrêter et prendre que des décisions qui vont dans un sens, mais je dis pas qu'il faut par exemple arrêter le McDo ou arrêter de sortir avec tes potes, mais comprendre que ces décisions-là, en fait, mises bout à bout et cumulées, vont avoir un impact peuvent avoir un impact hyper négatif dans le temps. En fait, ce qui compte vraiment, c'est pas le passé, c'est pas le futur, parce que le passé, comme on dit si bien, c'est le passé, et le futur, en fait, c'est toi qui vas le décider. En fait, ce qui compte vraiment, c'est le maintenant, c'est le now, c'est le présent, parce que ce que tu vas construire dans le présent et ce que tu vas cumuler dans le présent va dessiner ton futur et ton avenir. Comme je l'expliquais, il y a un schéma avec la courbe, avec les 3 personnages différents qu'on peut voir. Donc il y a la courbe du temps en fait qui avance comme ça, et ceux qui auront pris des décisions qui vont avoir un impact cumulé positif sur leur vie, cette courbe-là va faire une exponentielle, alors que l'autre à l'inverse va faire une fonction qui est décroissante, parce que du coup au niveau du temps, les décisions positives vont se cumuler. Alors au début il n'y aura pas vraiment beaucoup d'effets, mais au bout sur du moyen long terme, donc 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, vont avoir un effet exponentiel et beaucoup plus rapide et croissant. Et à l'inverse décroissant pour ceux qui ont pris des petites décisions et qui sont des mauvaises décisions entre guillemets. Le mindset à adopter, c'est pas parce que tu vois pas les résultats maintenant. En fait, derrière, ce qu'il faut retenir dans ce livre, c'est que c'est pas parce que tu vois pas les résultats maintenant et que tu prends des décisions, c'est normal. C'est pas parce que tu as acheté une formation qui t'apprend à faire du dropshipping ou qui t'apprend le business en ligne et qu'au bout de 2-3 mois, tu n'as pas de résultats. C'est pas grave, c'est même d'ailleurs normal, contrairement à tout ce qu'on te vend. Oui, il y a des exceptions, oui, tu peux par exemple gagner de l'argent rapidement, c'est possible si tu travailles comme un acharné et que tu apprends énormément, mais ça demande tellement de capacités, de compétences, de connaissances, que c'est normal que ça prenne du temps. C'est comme si tu demandais à un coach sportif qui, ça fait plus de 10 ans qu'il s'entraîne, il a un physique de ouf, mais il a commencé comme toi à la salle et c'est pas en 3 mois qu'il s'est construit un corps physiquement. D'ailleurs, souvent,
ce phénomène de croissance et d'effets cumulés, il se construit sur des cycles, donc ça fonctionne vraiment par cycle, des cycles de 5-10 ans en moyenne, peu importe les domaines d'activité, que ce soit sur le domaine du professionnel ou que ce soit sur le domaine du personnel. La leçon à titre perso que j'ai retenue, c'est que chaque petite décision que tu prends a un impact sur ton avenir et sur ton futur. Et ce qui compte, c'est pas ni le passé, ni le futur, c'est vraiment le présent qui va te permettre justement de construire tout ça. Le passé, c'est ce qu'il y a derrière toi, c'est ce qui te fait de toi que tu es aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est ce qui va faire de toi le toi de demain et dans le futur. Donc c'est vraiment le plus important que j'aimerais que tu retiennes. Et ce livre-là, il a vraiment changé la prise de conscience que j'ai eue sur le fait d'avoir des résultats, pas forcément ultra rapidement, mais justement d'être patient et que chaque petite action et chaque petit élément mis bout à bout, chaque petite brique te permet d'avancer et d'aller beaucoup plus loin. Troisième livre qui a vraiment changé ma vie et que je suis en train de continuer à lire d'ailleurs, c'est la biographie d'Elon Musk. Alors, je suis un grand fan de biographie. Ce qui est intéressant dans ce livre-là, c'est qu'en fait, on voit vraiment le parcours d'Elon Musk aussi bien depuis son enfance jusqu'à, par exemple, dernièrement, son rachat de Twitter et de comment est-ce qu'il a évolué à chaque fois. On remarque beaucoup dans les biographies, et notamment celle d'Elon Musk, que l'enfance, c'est une période qui est ultra cruciale, notamment entre 0 et 7 ans, où en fait le cerveau fonctionne sous forme un peu d'éponge, et tout ce qu'on va voir, les comportements qu'on va voir autour de nous, les éléments qu'on va peut-être assimiler sont des caractéristiques et des choses ultra impactantes et importantes pour nous qui font la personne qu'on va devenir aussi. Ça rejoint un petit peu le dernier livre dont je vous ai parlé, là, l'effet cumulé. L'enfance d'Elon Musk a été vraiment terrible. Je vous laisserai lire la biographie pour ceux qui ne l'ont pas encore lu. Je vous mets d'ailleurs les couvertures à chaque fois des livres ici en vidéo si vous me regardez sur YouTube. Il a eu un père violent. Enfin, son père est violent. Très jeune, il a voyagé, il a voulu justement sortir de sa situation initiale et de s'expatrier. Donc il est parti d'Afrique du Sud, là où il est originaire, au Canada. Donc il a été bûcheron d'ailleurs pendant quelques temps, il me semble. C'est même pas il me semble, c'est sûr, au Canada, quand il avait 17-18 ans. Et il a commencé à monter ses premières boîtes aux États-Unis quand il avait entre 18 et 20 ans. Ce qui est intéressant, au-delà de sa jeunesse et de ce qui caractérise Elon Musk, et qui finalement, moi, m'a beaucoup marqué et me fait réfléchir, c'est les délais insoutenables et les délais en fait impossibles à tenir pour ses équipes. Que ce soit pour ses équipes d'ingénieurs, que ce soit chez Tesla, que ce soit aussi chez SpaceX, parce que SpaceX, on a l'impression que c'est récent, ils ont signé des contrats avec la NASA, mais ça fait depuis plus de 15-20 ans maintenant que SpaceX travaille dans le domaine du spatial et a grossi en fait hyper vite, surtout pour des boîtes comme ça. C'est énorme sur des cycles de 10-20 ans d'avoir maintenant l'avancée technologique où ils en sont, mais c'est notamment grâce à une chose que les ingénieurs ont beaucoup reproché à la fois à Elon Musk, mais ce qui a aussi fait son succès, c'est les délais en fait insupportables. Et donc du coup, dès qu'il y avait des délais insupportables, des fois tu avais des équipes qui craquaient et des ingénieurs qui étaient plus alignés, qui étaient plus dans le tempo, soit ils démissionnaient, soit Elon Musk en fait les virait tout simplement. Mais c'est ce qui lui a permis en fait de vraiment passer à des steps supérieurs beaucoup plus rapidement que ses concurrents et de réinventer un peu et de relancer le domaine du spatial, notamment en privatisant ce domaine-là et en signant des gros contrats avec la NASA, et ce qui a stimulé un peu du coup la R&D, la découverte, etc. Et c'est tout simplement à partir de petites décisions et notamment d'être forcément un petit peu obsédé. C'est un trait de caractère qui lui a permis de réaliser des trucs de fou en fait en un minimum de temps. Truc qui me fait beaucoup aussi marrer et en même temps qui m'inspire chez lui, c'est qu'il a un aspect un peu, il est autiste, diagnostiqué Asperger il me semble, ce qui le rend très un petit peu socialement compliqué et compliqué à gérer. Et ce qui est bien, c'est que ça lui fait prendre des décisions qui sont assez folles, qui du coup lui permettent d'avoir des résultats un petit peu fous, parce qu'en fait il se soucie pas forcément de ce que les gens déjà vont penser de lui. Ça c'est quelque chose pour lui qui s'en fout complètement. Il est obsédé par ses idées, et ce qui est cool, c'est que c'est sa plus grande force, parce que ça lui permet d'être ultra rationnel sur beaucoup de choses, et c'est-à-dire que quand c'est la merde, en fait, il sait que c'est la merde, et il agit en conséquence d'eux. Et il est très 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 rationnel, et c'est ce qui fait que justement, ça lui permet d'avancer beaucoup plus vite que les autres, mais en même temps, c'est aussi une grosse faiblesse, parce que c'est quand même compliqué pour pouvoir le suivre, mais en même temps, c'est ce qui inspire les gens du fait qu'il y ait des décisions assez folles qui soient prises. Le truc aussi qui est assez intéressant, c'est l'intensité de travail. C'est vrai que c'est un mec qui travaille énormément, et en fait dans toutes les biographies que j'ai lues et notamment dans celle-ci, c'est qu'en fait ce mec il s'envoie des heures de travail, mais t'as même pas idée. Des fois c'est des semaines à 80-100 heures de travail, c'est énorme. Il dort le nombre de fois où j'ai lu
comme quoi il codait. Enfin, quand il a commencé, moi, il y a une anecdote qui m'a beaucoup marqué avec son frère. Quand il a codé, il me semble, la première fois, c'était x.com. Non, c'était pas x.com. Si, c'était x.com, je crois, il me semble. Donc c'était un truc où il référençait les pages jaunes, en fait, l'ancêtre des pages jaunes, mais aux États-Unis, il a commencé à faire ça. Et il codait du coup un logiciel pour rentrer un espèce d'annuaire. Et en fait, avec son frère, ce qu'il faisait, c'est qu'ils avaient de quoi se payer un appartement. Du coup, il louait en fait un appart, c'est un tout petit appart. Et en fait, il y avait genre 2 ou 3 pièces, même pas, je crois qu'il y avait à peine 2 pièces. Et en fait, dans le bureau, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils avaient installé un matelas de fortune. Il y avait un matelas, je crois que c'était un matelas, une place même, et ils se relayaient pendant qu'il y en a un qui codait toute la journée. L'autre dormait une partie de la journée, ensuite ils se relayaient, ils faisaient des pauses comme ça. Et ils avaient juste un matelas sans couette, etc. Enfin, ils dormaient vraiment à même le sol. Ils avaient zéro thune quand ils ont en fait commencé, tout simplement. Et ce qui veut dire que c'est à quel point le mec est déterminé, à quel point le mec fait all-in. D'ailleurs, à chaque fois qu'il a gagné de l'argent grâce à ses entreprises, notamment grâce à PayPal, après quand il a fait ce qu'on appelle un exit, donc il a revendu une partie de ses parts, même je crois que c'était toutes ses parts, il a gagné plusieurs dizaines de millions d'euros et il a gardé à peine 1 million d'euros, je crois, pour lui en perso, et tout le reste, il a tout réinvesti dans SpaceX pour faire décoller ses projets. La leçon à titre perso que je retiens, c'est qu'il n'y a pas de rêve trop fou ou d'ambition trop grande, mais que tout est possible et tout est réalisable à partir du moment où on y croit. Et en fait, à force de travail acharné, même si des fois tu peux paraître un peu, soi-disant, le mec timide ou la personne qui n'est pas faite pour ça, si tu travailles comme un acharné, parce qu'Elon Musk de base, c'est pas un ingénieur en aérospatial, mais juste il a tellement travaillé, il s'investit tellement dans ses projets qu'en fait, il arrive à mobiliser des gens avec lui et à faire en sorte que les choses soient exceptionnelles. 4e livre que j'ai beaucoup aimé et qui m'a énormément été utile au démarrage de mon activité et que même là encore je continue à lire, c'est 100 Million Offers de Alex Hormozy. Ce livre-là, c'est une couverture, c'est un livre assez connu, là je vous mettrai juste ici avec une couverture violette. C'est le livre d'un entrepreneur américain qui est très connu en ce moment, si ce n'est un des plus connus dans le domaine du business, ou même du business en ligne, mais du business de manière générale. C'est un Américain en fait qui est parti de zéro aussi quasiment et qui a écrit un livre sur comment créer une offre irrésistible et qui a un peu, on va dire, démystifié ce concept-là et qui l'a bien expliqué, vulgarisé, de comment créer en fait une offre tellement irrésistible que vos clients ne pourraient pas la refuser ou se sentiraient bêtes de dire non. Donc il explique ce que c'est une offre on va dire à faible valeur et une offre high ticket, donc une offre avec du coup une forte valeur ajoutée et un prix qui est beaucoup plus élevé, et comment créer une offre en fait, peu importe votre niche ou votre marché, qui est hyper attractif pour vos clients, vos prospects, qui fait qu'en fait ils se sentent obligés d'acheter ce que vous leur proposez. Ce qui est intéressant et le concept principal du livre, c'est le concept de niche, c'est-à-dire qu'il vaut mieux avoir beaucoup de parts, notamment quand on démarre, être très spécifique, très niché. Quand on dit être très niché, ça veut dire avoir un gros pourcentage d'un petit secteur que d'avoir un petit pourcentage d'un gros secteur. Et je ne dis pas que c'est mieux, mais quand on démarre, notamment au niveau, quand on fait de la création de contenu, quand on démarre, peu importe le type de business qu'on lance, même d'ailleurs, et même au niveau de la création de contenu, ça se vérifie, il vaut mieux se nicher le plus rapidement possible et être ultra niché, ultra spécifique et parler à un petit nombre de personnes pour commencer à vite gagner de l'argent, faire des profits, etc., que de vouloir s'orienter vers un marché qui est trop grand, trop large, alors qu'on n'a pas encore assez d'expérience et qu'on n'a pas encore créé quelque chose d'ultra spécifique. Et du coup, ça fait prendre conscience que même peu importe les compétences qu'on a, même des compétences qu'on pense qui n'ont pas de valeur, en fait, ont de la valeur justement, et ça permet de tout de suite se différencier, de pouvoir créer quelque chose de vraiment unique, qui fait que les gens autour vont tout de suite capter beaucoup plus facilement la valeur et donc vont acheter plus facilement chez vous aussi. La leçon moi que je retiens, c'est que de ce livre-là, c'est que le marketing et la vente sont ultra liés et que si ton offre est pas bonne, en fait, si ton produit est pas bon, si ce que tu vends est pas bon, ça sert à rien de faire le meilleur marketing du monde. En fait, quand on dit créer une offre irrésistible, finalement, c'est un peu créer un produit ou un service irrésistible. Il faut derrière que ce produit le soit réellement, parce que t'as beau créer la meilleure offre du monde, le meilleur marketing, ça peut marcher un temps, mais à un moment donné, ça ne fonctionnera pas. Dans un podcast, j'ai déjà entendu, c'était un Américain qui disait ça, ou même un podcast français, il me semble, il faudrait que je retrouve la source, qui disait qu'avec un marketing et en faisant un peu le bourrin, entre guillemets, en vendant ton offre, en commercialisant ton offre, etc., tu peux arriver à 1 million
en faisant beaucoup de marketing avec un produit très moyen ou un service très moyen. Pour dépasser le million, si tu veux passer de 1 à 10, tu es obligé d'avoir un produit de ouf, avec des systèmes de ouf et un produit vraiment ouf. Et pour passer du million au milliard, je crois, enfin de 10 millions à 100 millions ou de 100 millions à 1 milliard, je sais plus, c'est d'avoir un produit exceptionnel en fait qui est complètement différent et qui est meilleur que n'importe qui. Tu es le leader sur ton marché et tu as les équipes qui sont là pour délivrer avec des tueurs. C'est-à-dire avoir des tueurs, c'est avoir des grosses équipes. Et ce livre-là, finalement, il parle un petit peu de tout ça. Et il permet aux débutants en fait de se lancer et de comprendre toutes ces notions de marketing qu'on n'aurait pas forcément. Et je trouve que c'est un livre qui est hyper intéressant quand on commence ou même quand on est déjà à un stade avancé, qui permet des fois de prendre du recul sur ce qu'on vend, sur ce qu'on fait et de voir vraiment où est notre proposition de valeur, où est notre valeur sur notre activité, sur notre marché d'ailleurs, et qui permet de se différencier par rapport à la concurrence. Le 5e et dernier livre dont j'aimerais parler, c'est la 25e heure de Baudine et Jérôme Dumont et Guillaume Declercq. Donc c'est des auteurs français qui ont écrit un livre sur un concept qui est ultra intéressant. C'est sur la productivité. En fait, la productivité, ils expliquent dans ce livre-là, c'est un petit livre avec une couverture orange que je vous mets là, qui est en fait un concept ultra... comment je pourrais dire ça? C'est plus qu'un concept et c'est plus que des skills, c'est vraiment un mode de vie en fait, la productivité. Et la productivité, on peut la voir un peu partout, dans tous les aspects et les domaines de notre vie, notamment au niveau du travail. En fait, ils expliquent tout simplement que même des plus petites actions, ne serait-ce que d'ouvrir sa boîte mail plusieurs fois par jour, si on l'ouvre que 2 à 3 fois par jour, au lieu de l'ouvrir une quinzaine de fois en espérant recevoir des mails ou avoir un fil d'actualité, à chaque fois de rafraîchir ça sur Instagram ou sur les réseaux sociaux, que c'est pas forcément quelque chose et un signe de productif. Et en fait, ils vont décortiquer chaque aspect de notre vie et surtout chaque aspect professionnel de notre vie qui nous permet d'être plus productif et d'effectuer plus de tâches que la moyenne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils décortiquent en fait des fois des petits concepts et des choses auxquelles on ne fait même pas attention et qui permettent justement d'aller beaucoup plus loin et qui permettent de développer beaucoup d'autres aspects, de se focaliser vraiment sur ce qui compte vraiment pour maximiser en fait le retour sur investissement de chaque action qu'on va faire. Le truc qui est aussi ultra intéressant, c'est qu'il parle de pollution digitale. Alors la pollution digitale, c'est quoi? C'est tout simplement le fait de passer beaucoup de temps sur les écrans, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, justement de réactualiser 15 fois notre boîte mail par jour, quand on est le week-end de regarder notre boîte mail, et en fait ils évoquent beaucoup, je crois qu'il y a même tout un chapitre qui est consacré à ça, sur tout type de pollution digitale qu'on peut avoir au quotidien, que ce soit via les écrans de télé, via les tablettes, via nos téléphones surtout, le temps d'écran sur lequel on va passer. Et en fait, ce livre-là, il est assez complémentaire à un autre que j'aime beaucoup, et j'ai hésité d'ailleurs à le mettre, mais celui-là, je le trouvais assez actionnable, un peu comme dans l'autre livre, mais celui-là encore plus. L'autre livre dont je voulais vous parler aussi, c'est Deep Work. C'est Cal Newport, je crois qu'il l'a écrit, à vérifier, mais normalement c'est ça. Il est complémentaire à celui-là, et c'est un livre qui a été écrit en anglais aussi, qui est très intéressant, que j'ai lu, qui parle également de productivité et qui donne en fait un peu des routines de productivité des plus grands, par exemple dans leur domaine. Par exemple des compositeurs de musique, des gens dans la recherche, notamment un grand biographe qui a écrit la biographie d'Elon Musk d'ailleurs, c'est Walter Isaacson, je ne l'ai pas cité. Walter Isaacson, il raconte aussi dans cet autre livre, et même un petit peu dans celui-là il me semble, un petit peu quelle est justement sa routine pour écrire des biographies aussi impactantes, aussi pertinentes et aussi intéressantes. Donc du coup c'est vraiment intéressant parce que ça permet de cerner plein d'aspects de la productivité qu'on n'aurait pas forcément, alors qu'aujourd'hui quand on parle de productivité, souvent les gens vont avoir tendance à stigmatiser en disant tu prends des douches froides, tu lis 10 pages par jour, etc. Alors que là ils rentrent vraiment dans le concret et ils ciblent ça vraiment sur l'aspect professionnel, mais qui est finalement duplicable à l'aspect personnel également, et ça permet justement d'avoir des concepts qui sont démystifiés, qui sont expliqués et qui permettent d'être mieux compris et qui donnent des actions tangibles qu'on peut mettre en place pour développer notre productivité et, comme son nom l'indique, avoir une 25e heure dans la journée où justement à travers toutes ces petites actions on peut gagner énormément de temps. Des fois ça se compte en secondes sur une tâche, mais cumulé ça fait plusieurs minutes voire même plusieurs heures à la fin de la semaine, et plusieurs peut-être jours à la fin du mois, et plusieurs mois à la fin de l'année, peut-être pas plusieurs mois mais plusieurs semaines à la fin de l'année. La leçon à titre perso que j'ai retenu de tout ça, c'est que l'organisation et les systèmes, donc tout ce qu'on va mettre en place par rapport à des pôles de notre vie, que ce soit le pôle, même d'ailleurs c'est applicable à tous les domaines, donc le pôle financier, le pôle relationnel amoureux, le pôle familial, le pôle professionnel, le pôle personnel, le pôle sportif, ça permet en fait d'avoir ces petits systèmes-là et d'avoir des petites routines en fait qui sont mises en place, d'avoir des bases solides de productivité qui nous permettent de faire plus
que la moyenne. Et notamment au niveau du business, ça permet d'aller avancer beaucoup plus vite que la moyenne et d'être beaucoup plus tout de suite productif pour aller plus vite mais plus efficacement. Pas pour aller plus vite, pour faire plus de trucs et de bâcler justement le travail, mais c'est de continuer à faire du travail de bonne qualité, mais beaucoup plus rapidement. Donc voilà les 5 livres que moi j'ai kiffé, qui ont vraiment changé ma vie. Tous ces livres-là, je les ai tous lus, sauf celle de la biographie d'Elon Musk que j'ai pas encore fini. Là, j'en suis juste avant le rachat de Twitter. J'ai lu tous les chapitres sur Tesla, sur SpaceX, etc. Mais je ne l'ai pas encore fini parce qu'elle est énorme. Je crois qu'elle fait plus de 600 pages. Du coup, là, j'en suis à la page 400 et quelques, donc il m'en reste un petit peu encore. Je crois qu'elle fait même plus de 600 pages. Mais il y a un livre bonus que j'aurais voulu également vous partager et je le fais maintenant. Je ne l'avais pas annoncé au début de l'épisode, mais maintenant je le partage. C'est une biographie que j'ai également adorée, donc qui n'a rien à voir, qui est sur une thématique différente, mais une thématique qui me passionne également. C'est sur l'armée, et notamment les forces spéciales, et cette biographie c'est Chef de guerre, donc ça c'est le titre, de Louis Saillant. Louis Saillant d'ailleurs qui est un ancien commando marine, donc force spéciale de la marine nationale, l'unité d'élite on va dire des forces spéciales en France, enfin une des unités d'élite, donc ce sont l'équivalent des Navy Seals mais au niveau de la France. Et où en fait il raconte dans ce livre justement un petit peu son parcours, comment est-ce qu'il en est arrivé là. Et moi ce que j'ai trouvé ultra inspirant dans cette biographie et dans beaucoup de biographies, c'est que peu importe d'où l'on vient et qui l'on est, on peut aspirer à devenir la personne qu'on rêve d'être. Et ça, peu importe notre parcours, notre histoire, nos traits de caractère, et qu'on peut d'ailleurs également faire évoluer notre personnalité. Et il y a très peu de domaines où on peut, je trouve, faire évoluer sa personnalité et se développer et avoir un vrai effet de levier sur soi-même en fait et sur sa vie et sur son destin, c'est en faisant du business, en étant sportif de haut niveau ou même en ayant un parcours dans l'armée et un parcours assez spécial. Même si je pense que l'armée ferait du bien à tout le monde, les forces spéciales c'est encore un autre niveau et ça permet vraiment, alors c'est un levier qui est monumental mais qui est aussi psychologiquement très impactant, qui permet de décupler on va dire ses facultés et de vraiment prendre en main sa vie. Et il y a une phrase moi qui m'a énormément marqué dans ce livre-là, dans ce livre bonus, c'est quand il parle, alors j'ai plus la phrase exacte, mais qu'en fait il a compris le sens de son job quand il a vu ses camarades, donc du coup quand il était chef de groupe, c'est-à-dire qu'il avait des gens en dessous de lui, d'autres gars des forces spéciales et même d'autres gars de l'armée quand il était capitaine d'ailleurs, je crois qu'il était capitaine au niveau de son grade, c'est quand il a fait prendre conscience à tout le monde que le sens des responsabilités c'est ce qu'il y a de plus important. Peu importe que tu sois soldat, que tu sois militaire du rang ou général d'armée, le fait de prendre ses responsabilités en main, de dire, d'assumer ses choix, d'assumer qui on est, d'assumer ce qu'on fait et de prendre en fait tout simplement sa vie en main, c'est le meilleur moyen d'être épanoui et d'avoir le plus gros effet de levier sur soi-même et sur sa vie pour développer tous les projets qu'on a envie et devenir la personne qu'on aspire d'être tout simplement. Et je trouve que c'est un très très bon mot de la fin. D'ailleurs si vous avez apprécié cet épisode dans ce nouveau setup, n'hésitez pas à me le partager, donc à me le dire en commentaire si ça vous a plu, à mettre un like du coup si vous êtes sur YouTube et de référencer le podcast 5 étoiles sur toutes les plateformes de streaming audio, donc Spotify, Apple Podcasts, Deezer. Et puis écoutez, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Mindflow. C'était Valentin pour les 5 livres qui ont changé ma vie.